Bonjour à tous, mon invité du jour est un fondu de musique et avec sa société Bliss, il conçoit des logiciels permettant à des musiciens du monde entier de composer directement depuis leur appareil Apple. L'un de ses derniers projets a été d'ailleurs de développer le nouvel album de Jean-Michel Jarre. Oui oui, j'ai bien dit développer. Il est à la fois un créatif mais aussi un geek tech et un geek de la musique et je ne me suis pas privé de l'interroger sur sa démarche créative et sur sa vision de la composition électronique. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Vianney. Salut Corben. Alors bah écoute, je connais pas ton nom de famille, c'est dramatique. Alors je te connais que sous le nom de Vianney, mais est-ce que c'est important qu'on dise ton nom de famille ou pas ou ton... Pas de problème, moi c'est Vianney Aprelef, donc ça s'écrit avec deux F à la fin. D'accord, et donc tu es cofondateur de Bliss, qui est une entreprise qui développe des instruments de musique, notamment sur iOS, hein. Bliss, donc ça s'écrit B-L-E-A-S-S, c'est ça? Ouais, ouais. Donc on va parler de tout ça. Alors si je t'ai fait venir, c'est pour parler, bah, de musique, pour parler de plein de sujets, qui t'animent et cetera. Mais avant de commencer, je voudrais que tu me donnes ta météo intérieure. Oui, alors ma météo intérieure, là au moment où on enregistre l'émission, on est le 19 mars 2020, donc en pleine période de crise pandémique, donc une crise qui touche le monde entier et donc qui nous affecte tous, et donc c'est difficile de ne pas y être sensible. Évidemment, ça nous concerne tous à différents degrés. Alors moi, je suis pas à plaindre, voilà, j'ai un petit jardin, je suis en sécurité, mes proches vont bien, mais je pense vachement aussi à ceux qui vont souffrir, qui sont en première ligne, qui vont souffrir énormément de cette situation. Et donc en fait, bah, ma météo intérieure, je dois avouer qu'elle est un petit peu brumeuse, un peu comme le temps là aujourd'hui, un peu grise, et en même temps, voilà, je continue de garder espoir, bien entendu. Je sais qu'il y aura des jours meilleurs, et je me dis qu'il y a il y a aussi des choses positives qui vont ressortir et qui ressortent déjà de cette situation. C'est justement l'occasion par exemple, de faire plus de musique ou de se reconnecter à des choses essentielles, euh, pour justement, eh bien, avoir un peu plus de soleil dans son cœur par ces temps qui sont particulièrement noirs. Ce qui est pas simple, hein, d'ailleurs de se reconnecter à des choses essentielles avec l'actu. Enfin moi j'ai beaucoup de mal, hein, que ce soit à créer, à écrire, à faire de la musique ou autre chose. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec, tout le bordel autour. Ouais, Mais bon. ouais, 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 c'est vrai que c'est difficile justement parce que quand tu fais de la musique, quand tu fais de l'art, bah, tu aimes pouvoir t'abandonner et finalement perdre un peu la notion du temps et de l'espace, et d'être un peu dans toi et ta musique par exemple. Et en fait, quand on a l'esprit toujours préoccupé, qu'on n'arrive pas à faire le vide, eh bien forcément, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça peut aussi être justement salvateur. Au début, faut un petit peu se forcer des fois, et puis une fois que tu te mets dedans, eh ben tu arrives comme ça à te plonger dans quelque chose qui est plus intérieur et qui finalement va te donner du baume au cœur. Finalement, il faut se dire aussi que bah, ce combat, on le mène aussi justement en essayant de se changer soi-même aussi, hein, surtout qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre puisqu'on est coincé chez nous. Et du coup, on a ce travail à mener sur nous pour justement être le plus positif, le plus animé possible, pour pouvoir rebondir, quoi. Et là, Et c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast ou qu'on continue à faire ce qu'on fait, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on ferait d'autre? ouais, On n'est voilà. pas... Et d'ailleurs, je suis hyper content, hyper honoré de pouvoir intervenir dans ton émission. Ce Corben, bah, moi je te suis depuis plus de 10 ans, quand j'ai commencé à bosser dans l'informatique et la musique justement dans les années 2007-2008, si je me souviens bien. Et je trouve que le travail que tu fais aujourd'hui plus que jamais, il est vraiment essentiel, parce que Merci. tu portes un regard euh, qui est vraiment très intéressant et qui est pas uniquement un regard entre guillemets de geek où tu te contenterais de relayer l'actu. Moi, j'aime beaucoup justement le ton que tu as, et puis un peu l'éclairage que tu apportes sur différents de sujets de société. Bah, finalement, à l'image, par exemple, de Politologue, la dernière émission que tu as faite, Ouais, enfin que j'ai eu l'occasion d'écouter là récemment, j'ai trouvé très très pertinente. cool, bah, merci. Alors est-ce que tu peux, bah, je sais pas, on va peut-être commencer par,
Oh, tu sais quoi? On va commencer par le Covid-19, tiens, parce que c'est un sujet qui t'intéresse apparemment. Enfin, je pense que ça intéresse beaucoup de monde, mais mais Ouais, comme ça, non, mais on ouais. va arrêter, on va passer vite dessus. Mais comment ça se passe, je sais pas, dans ta tête, le confinement, le Covid-19, comment ça enfin voilà, c Ben, c'est un mélange d'émotions, en fait, et c'est vrai que là, on en est encore dans le stade de s'être pris une grosse baffe dans la gueule et on est un petit peu dépassé par les émotions tellement finalement que c'est difficile d'organiser, une pensée, de bien organiser sa pensée. Donc, je suis dans des sentiments qui sont entre la colère, par exemple la colère qu'on ait finalement mis trop de temps à mettre en place les mesures de confinement. Ce confinement qui finalement est nécessaire parce que justement, bah, comme on a dépouillé les hôpitaux ces dernières années, bah, ils sont complètement en incapacité de faire face complètement à cette crise. On en est encore qu'au début. Donc ça, c'est aussi quelque part une colère qui forcément m'anime un petit peu et en même temps, voilà, bien entendu, il y a aussi toute la peur et l'angoisse qu'on peut ressentir, bien entendu, pour soi-même, mais surtout aussi pour les autres, hein. Je pense notamment aux gens qui sont vraiment les plus fragiles, qui sont en première ligne, euh, que ce soit les SDF, bien entendu, les personnes âgées, les gens qui sont seuls, ceux qui ont moins de ressources et qui vont subir cette crise de plein fouet. Et donc voilà, et je suis partagé entre ce sentiment et puis bien entendu, j'ai quand même le regard tourné vers un horizon où on va pouvoir justement se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont complètement changer de paradigme, qui se rendent compte brusquement bah, de toutes les insuffisances euh, qu'on avait dans notre société, enfin qu'on avait négligé ce que moi j'aime bien appeler des piliers de la civilisation, savoir l'éducation et surtout la santé. Tu crois, toi, que les gens vont enfin, je sais pas comment on va sortir de cette crise, peut-être qu'on en sera sorti au moment de la diffusion de ce podcast. J'aimerais bien, mais j'ai des doutes. Je suis pas sûr que les gens, enfin, changent leurs réflexes ou changent leur façon de voir les choses, suite à ça. Peut-être, hein, mais je le souhaite, mais j'en suis pas sûr. J'aime à penser qu'en tout cas, il y aura une plus grande proportion de gens qui auront pris conscience. Puisque avant cette crise, on avait déjà, je pense, une lame de fond qui, moi, me donnait beaucoup d'espoir, où je voyais de plus en plus de gens qui changeaient. Tu vois, le simple fait de changer sa manière de consommer, le fait d'être de plus en plus conscient du monde un peu globalisé et un petit peu froid et mécanique dans lequel on est et qui par réaction s'étaient mis à s'organiser, à faire des coopératives, à faire de la permaculture, à, comme je disais, changer leur manière de penser, de vivre, Ouais, ouais. etc. Et donc ça, sans crise, il y avait déjà des gens qui en avaient pris conscience depuis plus ou moins longtemps. Bah, il y a la crise du réchauffement climatique, enfin du changement climatique Du plutôt. changement climatique, tout à fait, qui a contribué aussi à ce changement de conscience global. Donc moi, je trouve que c'est très positif. Et là, je pense que cette crise, elle va mettre en lumière énormément d'insuffisances. Et il y a des gens qui vont, peut-être pour la première fois, se rendre compte que ce soit bah, les insuffisances des institutions, des responsables politiques, mais aussi peut-être par rapport à une manière plus intime, à se rendre compte aussi que leur vie, la vie des gens ne se définit pas que par exemple, le travail. Des gens qui se retrouvent brusquement à domicile, alors même si c'est du télétravail, mais qui sont plus du tout dans un travail quotidien, ils ont tout le temps la tête dans le guidon, bah, ça va peut-être aussi leur donner l'occasion de se recentrer sur eux-mêmes, d'avoir d'autres pratiques, notamment des pratiques artistiques, toutes ces choses-là qui permettent aussi d'avoir, euh, de se regonfler spirituellement et aussi moralement et qui permettent justement de se changer en profondeur. Et du coup, ben, je me dis si, en tout cas, le monde ne sera plus jamais le même après. Oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. OK, alors, on va parler un peu de Bliss, tiens, on va parler un peu de musique. Oui, Heu, Tu peux nous en dire plus, bah, déjà, je sais pas, sur ta boîte, sur ce que tu fais dans ta boîte, sur, l'histoire de ta boîte, enfin, voilà, juste pour expliquer un ouais. peu aux gens. Donc Bliss, c'est BLEA2S, hein, c'est une société qu'on a créée en fin 2018. Le principal fondateur visionnaire à l'origine de Bliss, c'est Thomas Fourny, un ami que je connaissais depuis longtemps, ingénieur du son, qui était en tournée notamment avec un groupe qui s'appelle We Are Enfants Terribles. Et alors qu'il était en tournée, il avait son iPad, parce qu'il pouvait pas faire de musique sur son laptop, enfin, ça le saoulait. Il a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle un peu l'iOS music, en tout cas, les instruments de musique, les synthétiseurs que tu peux trouver pour tablette, pour iPad et pour iPhone notamment.
Et de fil en aiguille, de tester un petit peu tous les produits, il s'est dit mais il manque quelque chose vraiment. Je trouve que c'est pas logique déjà d'essayer de transposer le monde des DAW sur une tablette, c'est pas logique, ça ressemble à une usine à gaz. Alors les DAW, pour ceux qui connaissent pas, ce sont les logiciels de MAO, comme on dit, donc de musique assistée par ordinateur. Donc voilà, des trucs comme, Ableton, comme, FL Studio, comme, GarageBand, Absolument. ce genre de choses, Mm. quoi. Et voilà, les fameux DAW. Et donc, tu as comme ça des solutions sur tablette qui essaient finalement d'émuler ce que tu as déjà sur ordinateur, mais qui apportaient pas vraiment la dimension tactile et peut-être aussi la dimension un peu plus intuitive. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que lui est venue l'idée de la Groovebox, hein. La Bliss Groovebox, c'est le premier produit qu'on a lancé, qui est vraiment une Groovebox, c'est-à-dire tous les ingrédients pour faire un bon morceau, à savoir une boîte à rythme. Tu peux customiser tes samples, etc., avec des filtres, charger tes samples, tes propres samples, enregistrer avec le micro. Donc déjà une approche euh, de beatmaker. Un monosynth, donc un synthétiseur monophonique qui permet de jouer une note à la fois, donc idéal pour faire des basses, donc avec un son très analogique. Et puis au fur et à mesure des itérations, on a rajouté par exemple un chords, donc qui permet de jouer des accords en polyphonie. Et donc tout ça, c'est dans 4 pistes que tu peux justement composer par pattern, donc par petites boucles, et travailler comme ça de manière incrémentale, assez intuitive, même j'ai envie de dire, de manière plus intuitive que certains logiciels qui sont un peu trop lourds, qui peuvent paraître un peu trop compliqués, et qui justement te permet de retourner à l'essentiel, donc de la production musicale, à savoir une bonne ligne de basse, un bon beat, euh, et vraiment le groove aussi, hein. Il y a une part importante au groove qui est donnée dans cet instrument, donc qui est gratuit à télécharger sur l'App Store et qui est disponible sur iPhone et sur iPad. Et tu peux également débloquer les fonctionnalités pro, donc tout ce qui est MIDI, notamment, qui va te permettre de synchroniser ta Groovebox avec des synthétiseurs physiques, hein, hardware, par exemple, de pouvoir envoyer du MIDI out, du MIDI sync, et finalement d'avoir cet instrument qui est un peu central dans un studio et qui va pouvoir s'intégrer dans l'écosystème d'un musicien, on va dire, d'un producteur de musique électronique classique, quoi. D'accord, donc c'est pas, juste une application pour jouer, quoi. C'est une vraie application pour faire de la vraie musique, et ça peut, voilà. Est-ce qu'il y a des artistes, je sais pas, connus qui utilisent, ton outil pour faire leur son ou? Alors des gens très connus, non, j'ai pas de personnes vraiment à citer sur la Groovebox, mais je sais que on a aujourd'hui quand même plusieurs milliers d'utilisateurs. Et souvent, bah, la Groovebox, elle va te permettre justement euh, d'avoir une approche différente dans la composition, la musique, et qui te permet finalement en très très peu de temps de très vite composer des boucles, de t'éclater. Mais c'est pas un gadget, non. Il y a beaucoup d'applis aussi, un peu qui se revendiquent, DJ, etc., et cetera, et qui sont, à mon sens, un petit peu des gadgets. Là, on est quand même dans une appli qui a beaucoup de profondeur dans les réglages. Tu as des bus FX qui te permettent de rajouter de la reverb, de la delay. Tu as beaucoup de pads aussi pour pouvoir faire la performance, si tu veux, donc directement jouer sans clavier externe. Et donc, c'est un instrument qui est très complet. Donc, on est sorti au moment où on a créé la boîte en 2018. D'accord. Et donc Bliss aujourd'hui en 2020, bah, c'est 3 personnes. Donc c'est moi-même, je gère un petit peu bah, tout ce qui n'est pas développement. Et c'est également Alexis Bic, hein, le développeur principal qui a vraiment réalisé tous nos produits. Et depuis peu, William Dulot qui a également rejoint l'équipe, qui est également un super développeur qui vient notamment du monde de la VR, donc de la réalité virtuelle et de la musique. Donc une super équipe. On a fait pas mal d'autres produits. Depuis la Bliss Groovebox, on a sorti ce qu'on appelle des plugins. Mmh. Il y a la Bliss Delay, donc qui est un effet d'écho, euh, qui a la particularité de proposer notamment de l'écho en stéréo et donc qui se synchronise Ouais. dans le bon BPM, etc., et qui s'intègre très bien dans justement tout l'écosystème iOS Music. Donc tu peux utiliser la Bliss Delay dans GarageBand par exemple, ou dans Cubasis, ou dans ces logiciels-là. Tu as également sorti une reverb, un filtre également, un filtre qui permet notamment, voilà, un filtre, c'est vraiment l'outil principal, j'ai envie de dire, de base quand tu fais de la prod. Ça va te permettre de transformer complètement une batterie, de transformer complètement un synthé. Et puis on a également sorti le Sidekick. Le Sidekick est un plugin un peu particulier parce qu'il était là pour répondre quelque part à un manque dans la US Music aussi. C'est-à-dire que
il y avait pas moyen de faire de la ce qu'on appelle la sidechain compression. Alors Mmh. qu'est-ce que c'est, la compression sidechain? C'est cet effet de pompage que tu as, tu sais, quand tu as le kick dans un morceau très club, très techno, où le kick est super devant et en même temps que le kick arrive, il vient un petit peu écraser ce qu'il y a autour pour justement donner une sorte de dynamique. Et donc le sidekick, il était pour répondre à cette problématique là, parce que ça n'existait pas vraiment sur iOS, ou alors c'était compliqué à faire, jusqu'à récemment, parce qu'il y a eu quand même, c'est un écosystème qui évolue tout le temps. Et donc le Bliss Sidekick, c'est vraiment la machine à faire de la techno ou d'envoyer un gros kick dans ton mix en ayant justement ce super effet de compression sidechain pour, voilà, pour rendre tes prods super musclés, j'ai envie de dire, super énergiques. Et D'accord. voilà. Et puis on a sorti un synthétiseur. Donc ça, c'est le dernier appli qu'on a lancé qui s'appelle le Bliss Alpha. Donc pour le moment, qui est sur la plateforme iOS, mais qu'on espère proposer sur d'autres plateformes par l'avenir. Et donc là, c'est vraiment un pur synthétiseur, mais cette fois-ci analogique. En tout cas, c'est la simulation analogique. Ah, je l'ai pas celui-là, j'ai tous les autres, mais je l'ai pas celui-là. Ah bah oui, bah, il faut que je te le file. Et on l'a sorti là, tout début février, donc c'est encore tout récent. Et c'est un synthétiseur qui va fonctionner soit en stand-alone, donc tu as beaucoup de gens qui s'en servent, qui soit jouent directement sur l'écran, sur leur iPhone ou leur iPad, ou qui vont brancher un clavier externe. Mais c'est également ce qu'on appelle un synthétiseur AUV3, hein. Alors, dans le jargon technique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une audio unit, c'est-à-dire un plugin, encore une fois, que tu vas pouvoir mettre dans ton DAW, donc c'est-à-dire dans ton logiciel de production musicale, dans ton Cubase, dans ton GarageBand, dans Beatmaker ou pas mal d'autres applications DAW de iOS Music. D'accord. Alors tes applis et tes plugins, enfin, j'ai l'impression que c'est pour faire du live, finalement, de la création un peu comme ça à chaud en live. On n'est pas, par exemple, comme sur un modèle avec FL Studio où on a une espèce de timeline où on peut, composer sa musique au fil de l'eau et faire évoluer sur la durée. Là, enfin, je me trompe ou? Alors, non, tu te trompes pas dans le sens où déjà la Groovebox, le premier produit qu'on a fait, on a déjà fait, j'ai eu l'occasion de faire plein de concerts avec. On avait notamment eu l'occasion de faire une première partie de Max Cooper en première partie à l'Aéronef ici à Lille. Et c'est effectivement un instrument qui se prête particulièrement bien au live, la Groovebox, parce que tu vas assigner à tes contrôleurs des filtres, tu as déjà tes séquences et tu vas avoir une approche très live dans la manière de composer, mais aussi surtout dans la manière de performer ta musique en concert. Tu vois, la Bliss Reverb aussi, c'est un instrument qui se joue avec les doigts. Donc finalement, la manière dont tu vas positionner ton doigt, voilà, tu vas avoir un rapport assez, j'ai envie de dire presque sensuel à ta machine, Ouais. où ton rapport physique à ton écran, c'est ce qui va aussi modifier le son en temps réel. Donc c'est une approche très sensorielle et qui juste, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est le côté usine à gaz qui justement te refroidit complètement et qui casse un peu ta créativité. Au contraire, d'avoir une approche, comme tu dis, effectivement un peu plus live. Maintenant, effectivement, n'importe quel instrument peut être joué soit en live, soit en studio. Tu prends un synthétiseur, évidemment, en fonction de l'approche que tu as, tu vas l'avoir plus ou moins. C'est ça, en fait, il faut voir la Groovebox, enfin, il faut voir les outils proposés par Bliss comme des instruments à part entière et pas des logiciels comme enfin, pas des DAW, quoi. Oui, voilà. Ce sont des logiciels qui vont s'intégrer dans des dos, qui sont autant d'ingrédients, qui vont te proposer à chaque fois une approche différente. En termes d'interface, en termes de design, on a une approche qui est très particulière, où on aime bien avoir des gros boutons, avoir quelque chose qui est facile à manipuler. Euh, on a vraiment pris le parti d'éviter au maximum de faire, comme beaucoup de nos concurrents, qui souvent essaient de copier ce qui existait déjà, ou qui, par exemple, prennent, tu vois, un rack, c'est ce qu'on appelle les racks, ou bien les instruments hardware classiques, et qui recopient vraiment tel quel l'interface sur un écran d'iPad. Ça fait pas vraiment sens, je trouve. Alors bien entendu, quand tu t'appelles Moog et que tu fabriques des Moog, quand tu veux faire une appli iOS, ça peut être cohérent de faire une copie exacte de tes produits. Et je trouve qu'au contraire, dans l'iOS Music, on a l'occasion d'avoir une nouvelle approche, proposer vraiment de nouveaux instruments et du coup des nouvelles sonorités, une nouvelle manière de faire la musique. OK. Alors, il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais touché à tout ça, qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune notion en musique, en composition de musique sur ordinateur, par exemple, ou sur, iOS. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, je sais pas, pour, leur donner envie d'essayer à la fois, bah, peu importe, hein, mais faire de la musique, j'allais dire électronique, mais électronique au sens où on l'a fait avec l'ordinateur, heu, ou alors, Oui. se lancer sur l'iOS Music, voilà, c'est quoi un peu la démarche, comment est-ce qu'on peut s'y mettre, même si on n'y connaît rien? Hmm.
Bah, la démarche, c'est tout simplement de posséder soit un iPhone, soit un iPad relativement récent. Alors, je sais que ça va faire grincer beaucoup de dents, j'en ai conscience, puisque aujourd'hui, bah, 85% des utilisateurs ont un téléphone Android. Euh, aujourd'hui, la plupart des instruments, ils sont plutôt sur iOS pour une raison qui est assez simple. C'est que développer des logiciels audio pour Android qui fonctionnent en temps réel, c'est-à-dire sans latence, hein, notamment par rapport au moteur audio d'un point de vue vraiment logiciel, et qui sont compatibles avec tous les devices, c'est extrêmement compliqué. Tu vas avoir beaucoup de mal à développer des choses qui sont stables sur tous les types de téléphones, entre les Samsung, etc., les Pixel. Et donc, du coup, aujourd'hui, la plateforme iOS, force est de constater que c'est celle qui est la plus adaptée historiquement pour pouvoir réaliser des instruments de musique. Et une fois que bah, tu as un vieil iPad ou un iPhone, tu vas sur l'App Store et il y a déjà beaucoup d'applis à télécharger. Tu peux télécharger gratuitement. Il y a bien entendu l'excellent GarageBand d'Apple. C'est une bonne façon de rentrer dans la C'est musique, gratuit. qui est gratuit, tout à fait. Il y a énormément de ressources sur Internet. Une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle The GarageBand Guide, justement, qui explique un peu les bases. Et en très très peu de temps, on peut rapidement se mettre dans la musique. La Groovebox, également, donc la Bliss Groovebox, qui est un de nos produits qui est gratuit à télécharger, bah, c'est une très bonne façon aussi de rentrer dans la US Music. Et également le Bliss Alpha, le synthétiseur, parce que tu as une approche qui est logique. En fait, tu vois le chemin du son de gauche à droite et tu apprends de façon assez empirique, mais hyper créative, eh bien, à designer tes propres sons, à faire tes propres sonorités en suivant finalement le chemin du son qui va de gauche à droite, d'onglet en onglet, quoi. D'accord. Ok. Alors toi, tu fais de la musique aussi, Alors oui, à moi, titre perso. à titre perso, ouais, ouais, je fais de la musique. J'ai toujours été dans la musique depuis un petit peu toujours, quoi. Quand j'ai fini mes études, j'ai monté une boîte qui s'appelait Discover, qui était une agence de communication spécialisée dans la musique. Et à côté de ça, moi, j'ai toujours fait beaucoup de musique. Quand j'étais gamin, je faisais du piano. Puis après, j'ai fait de la guitare quand j'étais ado et boutonneux. Ouais. Et puis j'ai découvert, voilà, Cubase notamment, hein, dans les années 2000, et FL Studio. On appelle aujourd'hui FL Fruity Studio, mais Loops. qui était Fruity Loops, tout à fait, Ouais. qui était vraiment une claque énorme parce que c'est un super logiciel qui est fait par une boîte belge d'ailleurs, pour l'anecdote, ImageLine. Et voilà, j'ai toujours été très intéressé par ça. Et donc aujourd'hui, bah, dans Bliss, j'ai la chance justement de faire de la musique, de faire des vidéos, des tutoriels. Et du coup, ça fait que quoi qu'il arrive, j'ai toujours le pied à l'étrier pour tester des nouveaux synthés. Soit effectivement tester nos propres synthés, donc passer beaucoup de temps à tester nos produits, à chercher des bugs, à surtout chercher des améliorations, à réfléchir à des idées d'interface, d'ergonomie, à des idées de fonctionnalité. Et puis c'est aussi d'avoir un maximum de temps pour tester et faire de la musique avec d'autres synthétiseurs qui existent, d'autres instruments de musique iOS qui existent pour s'en inspirer, pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Et donc je fais beaucoup de musique tous les jours avec mon iPad qui est un peu, on va dire, au centre de mon studio. Et en fonction de mon humeur, je vais faire par exemple plus de la techno, par exemple en utilisant des boîtes à rythme externes, des boîtes à rythme analogiques, et puis des synthés analogiques de type TB303 ou MS101, donc qui sont des synthés plus techno, ou bien tu peux faire par exemple de l'ambiante musique aussi, enfin en fonction de l'humeur, tu vas, tu vas comme ça être amené à faire. Tu peux faire littéralement n'importe quel type de musique avec la iOS Music, quoi. Et alors justement, je voudrais alors je voudrais qu'on s'élève un peu au-dessus de la technique et que je sais pas, que tu nous parles un peu de créativité. Quelle est ta je sais pas, quand tu as envie de créer ou quand tu le sens, comment tu stimules ta créativité? Comment tu mets à plat, ce que tu as dans la tête en termes de musique? Comment est-ce que ça te vient? Alors, c'est une très bonne question parce que je trouve que j'ai pas le même rapport à la créativité maintenant que j'ai pu l'avoir à une autre époque. Je pense qu'il y a une espèce de déclic dans le sens où on se met beaucoup de barrières. On se met des fois beaucoup de barrières du genre, on se dit ouais, je suis trop nul ou bien j'y connais rien. Moi personnellement, je connais pas grand-chose à l'harmonie ou à la théorie de la musique. Pourtant, on est tous un peu musiciens, on a tous une oreille, on a tous une musique intérieure finalement qu'on cherche à exprimer. Et je trouve que il y a une première étape qui est super importante, qui est de dépasser un peu toutes les barrières qu'on se met.
Des barrières qui sont bien souvent psychologiques puisque, il y a pas de barrière technique, hein, puisqu'aujourd'hui, en plus les applis sur iOS, c'est très peu coûteux, hein. C'est entre 0 $ et 15-20 $ en plus pour télécharger un logiciel et une fois que tu l'as et ben finalement, c'est de faire l'effort de te plonger dedans, peut-être quelques minutes, et à un moment, tu vas te rendre compte que ça fait 2 heures que tu es dans une boucle ou dans un truc, tu es un peu hypnotisé, en dehors du temps, un petit peu en dehors de l'espace, tu es seul à face à ta musique, et voilà, il s'est passé quelque chose, un processus créatif, tu peux pas vraiment mettre de mots dessus, mais pour pouvoir rentrer dans cette phase un peu créative, il faut d'abord savoir se libérer de plusieurs barrières. Les barrières qu'on a sur soi-même, les barrières psychologiques, et une autre barrière aussi, qui est celle du regard des autres. Je trouve je parle pour moi, mais je pense aussi pouvoir parler au nom de beaucoup de gens. Quand parfois tu fais quelque chose et tu dis en même temps, tu t'imagines par exemple en train de le jouer devant quelqu'un d'autre. Ou bien tu dis, tiens, et qu'est-ce que vont dire mes potes quand je vais leur faire écouter. Et si tu veux, quelque part, ça va avoir un peu tendance à t'influencer et à te paralyser à cause du regard des autres, en disant oh, mais qu'est-ce que les autres vont penser. Et ben ça, c'est effectivement la première chose qu'il faut complètement oublier quand on fait, quand on veut être dans une démarche créative. Il faut complètement se détacher de ce regard des autres et juste voilà chanter sa musique intérieure et se concentrer sur ce qu'on a à dire, quoi. Se faire confiance, D'accord. quoi. Finalement, c'est un peu Ouais, ouais. Bah, moi, je vois enfin, moi, je vois bien ce que tu veux dire, parce que moi, si j'ai commencé à faire de la musique sur l'ordinateur en septembre dernier. ouais. Un peu ça m'a pris un peu comme une envie de pisser, hein, comme on dit. Enfin, j'aime bien créer, peu importe, la création, mais j'aime bien créer et je crée beaucoup par écrit. J'écris beaucoup, mais là, j'avais envie d'autre chose et donc je me suis dit: «La musique, tiens, on va essayer». Et donc évidemment, il y a, 1 fois que je découvre enfin, je connaissais des logiciels un peu, mais première fois que je vois le dos, le truc et cetera, je me plonge dedans. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est tellement, ouvert, que ça soit en termes de créativité, hein. Les gens, en gros, tu peux faire n'importe quoi, c'est recevable, en fait. Il y a pas de il y a des recettes pour faire des types de musique ou des styles et Ouais. cetera. Il y a des recettes, par exemple, pour mettre du sidechain ou des choses comme ça ou pour, faire du mixage, voilà, il y a des trucs un peu comme ça. Mais globalement, en termes de créativité, on peut tout faire, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu des mecs, qui tapent, avec, je sais pas, un bout de spaghetti sur une table et ça leur fait un kick, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Enfin, ouais, complètement. voilà, ils prennent une porte qui grince ou un chien qui aboie et ils te font des trucs avec et cetera. Donc en fait, on peut tout faire, quoi, et ça donne en fait c'est bien parce que c'est libérateur, mais en même temps, ça donne aussi un certain vertige. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, et c'est clair que c'est un vertige qu'on ressent, surtout si tu attaques, la création musicale directement par, FL Studio ou même Logic ou Ableton, hein, alors Ableton, par exemple, que je connais bien, c'est vraiment un logiciel que j'adore. Et il m'a fallu des mois avant de savoir vraiment bien m'en servir et je trouve que c'est pas, non plus la façon la plus immédiate et la plus inspirante de se mettre à la musique dans certains cas. Ça dépend après l'approche, voilà, son niveau de geekisme, j'ai envie de dire, parce que forcément, quand on est un peu geek, on aime C'est ça, bien ouais. aussi découvrir un nouveau logiciel complexe et se plonger dedans. Mais c'est peut-être pas non plus ce qui correspond, c'est pas la démarche qui correspond non plus à plein de musiciens. Je pense notamment aux musiciens instrumentistes, ceux qui pratiquent d'abord, qui ont d'abord une pratique instrumentale, donc qui ont un instrument de type la guitare, la voix, etc. et qui justement voient la technique plus comme une contrainte que forcément non plus comme un super vecteur. Et donc c'est pour ça que c'est hyper cool justement de simplifier cette démarche en utilisant par exemple que des samples. Tu prenais l'exemple de gens qui font de la musique avec des spaghettis. Moi, je me suis amusé à faire une vidéo comme ça pour Bliss, pour la Bliss Groovebox, où je fais de la musique avec où on sample des bruits de cacahuètes, des bruits de bière que tu ouvres, des trucs un peu rigolos comme ça. Parce que tu peux sampler avec le micro de ton téléphone et tout de suite, ça y est, tu peux partir dans un processus de création assez marrant, quoi. Il y a un autre artiste comme ça qui a pas mal buzzé ces dernières années, qui s'appelle Jacques et qui fait aussi de la musique à partir d'objets. Et je trouve que ça qui est hyper intéressant, c'est pas tant la technique ou le cadre, comme tu dis, il faut justement s'en détacher et plus aller vers voilà vers l'essentiel, quoi. Ouais, mais c'est rigolo parce qu'en fait, il y a beaucoup de techniques, en fait, dans la musique, sur ordinateur. Enfin, moi, j'ai découvert, tout un univers et quand je dis de technique, c'est-à-dire qu'il y a
des méthodes, il y a des logiciels, il y a du matos, il y a, du vocabulaire aussi, beaucoup de choses à savoir. Là, tout à l'heure, tu parlais de delay, de reverb, de sidekick et cetera. Tout ça, c'est un vocabulaire, qui est très riche et c'est vrai que ça peut faire peur, en fait, aux débutants donc j'imagine, enfin, c'est pas pour vendre ta soupe, hein, mais j'imagine que démarrer avec un outil comme Bliss, Groovebox et commencer, sans mode d'emploi quelque part, sans se prendre la tête, sans suivre un tuto ou quoi que ce soit, à commencer à gratter un peu dans toutes les options, ça permet déjà d'avoir mettre un peu un pied dedans et commencer à faire des trucs, marrants, quoi. Ah oui, oui, clairement, j'ai eu l'occasion par exemple de faire des ateliers avec des enfants et même des enfants de 8 ans, savent s'en servir. Clairement, c'est beaucoup plus accessible que les DAW classiques qu'on connaît sur desktop et en même temps, c'est pas moins puissant dans le sens où finalement, oui, c'est vrai qu'il y a des milliers de plugins, des milliers de façons de faire la musique et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que s'ils achètent un nouveau synthétiseur ou s'ils achètent un nouveau plugin, c'est ce qui va faire d'eux un meilleur musicien. Mmh. Non, pas forcément. Il vaut mieux, au contraire, se concentrer sur un ou deux instruments, mais vraiment essayer de bien les maîtriser, de se les approprier, et du coup d'avoir. Après, ça va devenir assez naturel en fait. Et cette courbe d'apprentissage, c'est un petit peu comme un jeu vidéo, tu vois. Au début, tu as l'impression d'être largué, et puis en fait, au bout de quelques heures, tout de suite, tu as des réflexes qui te viennent familiers, et du coup, toutes ces barrières techniques, elles s'en vont pour justement te laisser juste t'exprimer, quoi. Alors, moi, je fais un peu de musique. J'ai pas de musicien autour de moi. Je connais personne, qui fait de la musique, voilà. Alors j'ai quelques contacts maintenant comme toi, bizarrement, ça quelque part, il y a une espèce de loi de l'attraction qui s'est mis en route autour de ça, donc c'est plutôt cool. En parlant sur Twitter, voilà, ça attire un peu des gens, qui me donnent des conseils ou qui m'orientent vers des contenus et cetera. Mais globalement, moi, j'ai aucune idée, par exemple, je sais pas, de la qualité de ce que je peux faire ou si c'est bien, pas bien, si ça respecte le genre dans lequel, je pense qu'il est. Je sais même pas quel genre c'est. Enfin, tu vois? Je sais pas, en fait, et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont, des musiciens pas sûrs? Moi, tu vois? Oui. Tu vois? Des musiciens pas sûrs d'eux, qui débutent et qui ont aucune, qui voilà, qui ont même pas l'impression de faire vraiment de la vraie musique, quoi. Ouais, ben, première chose, le premier conseil que je donnerais, c'est justement d'enlever ce doute et de continuer de produire, de continuer de faire de la musique. Indépendamment de respecter tel ou tel genre ou tel standard ou telle bonne pratique du mixage, etc. Parce que bon, le mixage, ça c'est un exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup de technique, effectivement, tu peux aller très très loin dans la compression, dans les équas, dans tout ce que tu peux apporter pour sublimer un mix. Et ça, c'est quelque chose qui vient dans la pratique. Donc, je dirais déjà, premier conseil, la pratique. Deuxième conseil, arrêter de se définir et de se dire, est-ce que ça correspond à un standard de qualité? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne approche. Je trouve que quand on fait de la musique, on doit justement d'abord pas chercher forcément à faire un style en particulier. On peut s'en inspirer, on peut bien entendu en faire plein de différents, s'amuser. Faut pas se donner vraiment ses limites. Maintenant, Maintenant, il existe aussi beaucoup de ressources hein, quand même pour pouvoir s'améliorer. Bien entendu que c'est tout de suite enrichissant de pouvoir se confronter à la vie d'autres. Et puis de toute façon, la raison d'être de la musique, c'est quand même d'être écouté. Donc même si on est tout seul dans sa chambre et qu'on fait la musique un peu pour se faire plaisir tout seul, etc., c'est bien d'aller dans la démarche jusqu'au bout, de faire un morceau fini, d'aller jusqu'au bout de son morceau, et ensuite d'aller publier. Hein. Les moyens ne manquent pas. Aujourd'hui, c'est très facile de publier un album, de sortir un album. J'ai moi-même sorti quelques EP avec des copains. Et, euh, et j'ai eu l'occasion aussi de monter d'ailleurs un label hein, pour faire une petite ellipse. J'ai sorti plus de 15 disques comme ça de manière complètement digitale. Et, et- et, D'accord, euh, c'est cool. donc, donc en fait, les occasions de faire écouter sa musique ne manquent pas. Mais c'est sûr que ce qui compte, c'est d'abord de se concentrer sur sa propre démarche et si finalement développer son propre style, encore une fois, que ce que je disais, de chanter un peu ta musique intérieure. Et après, techniquement, si tu veux faire des collaborations, ben, c'est devenu hyper facile aujourd'hui, quoi. T'as plus besoin d'ailleurs d'être physiquement
dans la même pièce, forcément, puisque tu peux, par exemple, travailler sur un projet Ableton, le partager, l'envoyer par email avec les samples. Pareil, par exemple, je parlais des outils Bliss Groovebox. Ah, tu peux envoyer ton projet comme ça à Groovebox. Moi, j'ai fait comme ça un EP avec un copain. On a fait plusieurs titres où chacun, chez nous, on travaille des idées de morceaux, des grooves, etc. dans la Groovebox. Et ensuite, on s'envoie nos fichiers projets pour les écouter les uns les autres et finalement les améliorer, quoi. Ça, c'est une démarche super intéressante de travailler en collaboration parce que ça va forcément te faire grandir. T'as pas besoin de collaborer avec quelqu'un qui est super technique. C'est juste, ça va donner forcément une autre perspective et ton binôme ou les personnes avec qui tu vas jouer vont forcément avoir une approche qui est différente, un regard à une oreille qui va être différent. C'est ça aussi enfin moi personnellement, je trouve qu'il m'a beaucoup fait grandir d'avoir l'occasion de faire de la musique avec mes amis notamment. Je pensais à Jordan Rudess, qui faisait un post là, qui est super actif sur les réseaux sociaux, envers et contre tout. On est assez proche avec Jordan Rudess et Bliss. On échange beaucoup, il nous aide beaucoup. Par exemple, là, pour le dernier synthétiseur qu'on a sorti, le Bliss Alpha Synthétiseur, il a sorti notamment des presets, donc des sons. Et donc c'est un artiste qui est hyper inspirant parce que lui, bah, il continue de poster tous les jours et il disait voilà, la musique c'est ça soigne, enfin, the healing, un peu the healing power of music. Et voilà, je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, faut pas considérer la musique comme quelque chose d'accessoire, mais quelque chose qui peut justement, au contraire, devenir assez essentiel dans le sens où ça a véritablement un pouvoir de guérison. Euh, ça apporte quelque chose qui nous dépasse, hein, dans le sens où c'est vrai que en tout cas, quand toi tu fais la musique, quand tu écoutes la musique, ton cerveau change et il se met dans des meilleures dispositions, même d'un point de vue, j'ai envie de dire, c'est bon pour l'immunité, mais c'est aussi bon pour le moral. Et je dirais, voilà, en conclusion, qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment l'occasion de faire toujours plus de musique et de trouver du plaisir, de la joie là-dedans. Alors moi, je vais te dire comment je vois les choses. Je vois la musique comme un moyen de stockage pour stocker, je sais pas, des humeurs, des émotions, des sentiments, des choses comme ça, tu vois? Ouais, Et donc, bah, tu les retranscris, bah, sous forme de musique et après les gens peuvent le ressentir plus ou moins, mais en tout cas, ou même toi en réécoutant ton propre morceau au moment où tu l'as composé, tu te replonges dans le mood, dans l'humeur dans laquelle tu étais, quand tu l'as composé, quoi. ouais, oui, c'est C'est comme ça vrai. que je sens les choses, mais voilà, un peu comme du stockage d'énergie, tu sais, où l'énergie, elle peut stocker et puis elle ressort, par exemple, je sais pas, d'une pile électrique, par exemple, tu vas la stocker dans une pile. Bon, bah, pour moi, la chanson, c'est ça, tu stockes, sauf que tu peux la rejouer plusieurs fois, donc Ouais, c'est une espèce de pile infinie, quoi. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est une sorte de capsule. Temporelle ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que la musique, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui justement se déroule dans le temps, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu écoutes de la musique, tu vois, alors que tu peux regarder une image, tu peux même regarder distraitement une peinture, mais c'est vrai qu'un morceau, normalement, ne fait sens que si tu écoutes du début jusqu'à la fin, et justement qui contient toute une palette qui peuvent être soit des émotions, c'est vrai, et des fois c'est des choses qui sont encore plus indicibles. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu fais ta propre musique, tu as un rapport très intime à ta création. Et quand tu es vraiment dedans, que tu aimes ton morceau, bah, tu l'écoutes comme ça pour essayer d'améliorer le mix, d'essayer de discerner les défauts. Tu l'écoutes tellement qu'à un moment, tu sais plus écouter tes morceaux Ouais, d'ailleurs. Tu écoutes jusqu'à t'en dégoûter des ouais, fois. tu satures, ouais. Surtout quand tu es en phase de mixage et tout, tu peux vite saturer, mais c'est hyper excitant en même temps. Parce que tu es hyper concentré, tu es hyper absorbé quand tu es vraiment en phase de création de faire un morceau. Maintenant, il n'y a pas que faire un morceau de A à Z, hein. Ça, c'est quelque chose qui demande quand même parfois pas mal d'investissement. Après, il faut, comme je disais, en faire très souvent, très souvent. Mais tu peux aussi faire de la musique, improviser 20 minutes, t'amuser, entre guillemets. C'est ça aussi, découvrir, explorer des instruments, faire un peu mumuse au début, c'est ça, tu bidouilles et puis peu à peu, tu découvres des choses, tu découvres des process, tu découvres des sons. Et tout ça, ça en vient enrichir ta palette, en fait. Ça vient enrichir ta palette. Donc, dans la pratique, dans l'absolu, c'est super de faire des super albums, super bien mixés, super masterisés, super bien arrangés, etc. Mais dans la pratique quotidienne, c'est génial aussi de pouvoir faire un peu ses gammes, de pouvoir s'amuser avec des nouveaux sons, et tester nouvelles manières de faire de la musique, etc. Ouais, bah, moi, enfin, je fais ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'arrive à terminer,
Puis des fois, bah, mais en même temps, ça me frustre. C'est-à-dire que quand je termine pas un truc, ça me frustre, mais je vais passer, par exemple, une journée à faire mumuse, comme tu dis. Heu, mais à la fin de la journée, alors j'aurais sûrement appris plein de trucs, hein, voilà, mais à la fin de la journée, j'ai l'impression que je vais pas dire que j'ai perdu mon temps, mais que j'ai pas Ouais. réussi à faire un truc, fini, quoi, tu vois? Et en plus, ça part à la poubelle. Enfin, tu vois? Enfin, ça part à la poubelle. Je l'enregistre sur mon disque dur, mais je pense que je ne le rouvrirai jamais ou en tout cas pas tout de suite, quoi. Alors, oui, mais cette approche, c'est une approche entre guillemets «productiviste». Oui, c'est pas bon peut-être. Et c'est peut-être pas non, c'est peut-être pas la bonne chose. Je trouve que c'est bien de s'imposer une discipline, de se dire, voilà, moi je fais de la musique, tous les soirs de 22 à 23 heures, envers et contre tout, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ça peut vraiment être une bonne chose. Mais par contre, voilà, il y a des choses qui ne se commandent pas, et notamment l'inspiration. Voilà, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui vient forcément sur commande. Et des fois, tu vas faire des trucs pendant 2, 3 heures, et puis tu vas réécouter le lendemain matin et tu vas dire c'est vraiment de la merde. Et en fait, non, t'as pas perdu ton temps. Au contraire, t'as continué ton exploration et à chaque fois que tu fais de la musique, bah déjà, quand t'en fais, tu te sens bien, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. C'est quand même. Si tu te sens pas bien quand tu fais de la musique, arrête tout de suite, hein, mais et après, non, il faut pas se dire que tu as perdu ton temps. Au contraire. Après, c'est très plaisant de finir quelque chose. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté un label, hein, qui s'appelle Label, Laybbe2L. Alors, effectivement, on n'a pas sorti beaucoup de disques ces derniers mois, mais on a quand même sorti, si je dis pas de bêtises, plus d'une quinzaine de disques. Euh, avec des artistes comme alors je vois voilà, avec des artistes comme Two Left Ears, Chico Chico, Joy With Colors, qui aussi c'est beaucoup, on va dire, de l'électronica assez pointu, mais tu as aussi Luminocolor qui propose des choses, des paysages sonores qui sont beaucoup plus lyriques. Chico Chico, c'est plutôt du rock un peu mat rock énervé. Et en fait, avoir ce label, je m'en suis aperçu d'ailleurs avec le temps, ça avait vraiment une fonction première. C'était pas tant celle de chercher à créer la notoriété des artistes à tout prix. Alors si, bien entendu, la raison d'être de la musique, c'est d'être écouté. Donc sortir des disques, ça permet de faire écouter à plus de gens. Mais c'était surtout artistiquement pour les artistes un moment de poser le crayon. C'est-à-dire que dans le process de dire bon, maintenant t'arrêtes de mixer, ça fait 6 mois que tu es sur ton album, c'est bon, il est prêt. Enfin, de toute façon, c'est souvent l'artiste, hein, qui décide quand il est Oui, prêt, oui. prêt. Mais une fois qu'il a fini son disque, et ben ça y est, il peut en faire un autre en fait. Et tant qu'il est dans ce process de finition, bah, il fait rien d'autre, si tu veux, il est un peu bloqué. Donc, faire un label, ça a cet avantage pour les artistes, c'est que tu vas finalement contribuer à les faire accoucher d'un disque, et pour qu'ils continuent leur chemin et qu'ils continuent de faire de la musique, des trucs nouveaux, d'explorer des nouveaux paysages sonores. D'accord. Alors tiens, je vais poser des questions, peut-être que tu les connais pas les réponses, mais hem, là, on a parlé beaucoup de la créativité et cetera. Il y a des gens, bah, qui sont des passionnés de musique, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens qui font de la musique. Je pense qu'il y en a très peu, qui, on va dire, «percent» entre guillemets, c'est-à-dire qui deviennent, enfin, dont la musique est très j'allais dire qu'ils deviennent célèbres, hein, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt dans la musique qui est très écoutée, en France ou dans le monde entier. Il y en a aussi très peu qui gagnent leur vie, en tant qu'artiste, à temps complet, je veux dire. Ouais. Est-ce que, gagner sa vie, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui en rêvent, de gagner leur vie avec leur musique. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible maintenant? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça paye? Est-ce qu'il faut travailler beaucoup plus que le nombre d'heures dans une journée? Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des recettes pour, gagner sa vie avec son art ou est-ce que c'est vraiment au petit bonheur la chance, le hasard qui Hmm. fait que C'est une très bonne question. ton avis, hein, c'est pas forcément, parole d'évangile, hein, c'est juste toi, ton avis, ce que tu en penses. Bah, j'ai eu l'occasion de travailler pour beaucoup d'artistes, hein. Comme je disais, j'ai une agence de communication web qui s'appelait Discover, et qui a été créée en 2008, je crois, que j'ai continué jusque 2013, si je ne m'abuse. Et donc, mon travail, c'était de faire la communication web pour accompagner les sorties de disques. Donc, j'ai travaillé pour beaucoup D'accord. d'artistes, notamment l'électro, hein, par exemple Headbanger Records, avec Justice notamment. Travaillé pour Monsieur Oiseau, etc. Donc, l'occasion de justement travailler pour des artistes assez connus. Également, j'ai eu l'occasion de travailler pour Warp,
Warp France notamment, l'occasion d'accompagner sur la communication digitale de la sortie de disque. Donc j'ai vraiment vu, j'ai pu assister à beaucoup de concerts, j'ai pu fréquenter beaucoup d'artistes, j'ai pu voir beaucoup de cas de figure. Et, euh, et je pense que aujourd'hui, il y a très très peu d'artistes qui ont la chance de vraiment gagner très bien leur vie. Finalement, sur 100% de gens qui se donnent à fond dans la musique, force est de constater que tu n'as que 2 ou 3% de ces artistes qui arrivent à vraiment en tirer un revenu régulier. Alors, ces revenus, bien entendu, ils ont complètement fondu avec la fin du disque, justement. Mais il y a eu des nouvelles opportunités, notamment au travers de l'édition. Et aujourd'hui, en tout cas, pour gagner de l'argent, c'est vachement autour de ce qu'on appelle la synchro-pub, l'habillage sonore. On voit, il y a beaucoup d'artistes qui gagnent leur vie comme ça. Ça me fait penser, par exemple, tu vois, j'avais travaillé pour Alive Tree, donc tu as des artistes qui sortent des albums à côté parce qu'ils ont envie de le faire, parce que c'est un geste artistique, ils ont besoin de le sortir, mais c'est pas ça qui leur fait gagner leur vie. Ils sont bien souvent dans d'autres activités, par exemple, ils font du mixage pour d'autres artistes, de l'enregistrement, ils utilisent leur savoir-faire dans d'autres contextes, par exemple, pour faire des ateliers. Donc il y a Ouais. le star system comme on l'a connu, bah, comme il existe encore un petit peu aujourd'hui, c'est quand même très très à la marge et c'est pas vraiment comme ça qu'on peut escompter euh, gagner de l'argent aujourd'hui plus que jamais. En revanche, il y a eu plein de nouvelles opportunités qui se sont aussi créées. Il y a par exemple des gens qui vendent des beats sur des plateformes. Tu as comme ça des plateformes où tu peux vendre des instrus, des prods. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui gagnent leur vie justement grâce à des placements de titres dans des séries, par exemple, qui font l'habillage sonore, enfin, qui rajoutent des morceaux à eux dans des séries sur Netflix, sur HBO, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui un peu les vraies nouvelles sources de revenus avec des revenus de l'édition. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Je pense notamment à tout ce qui est métier de prof, d'enseignement, de conseil à distance. Par exemple, ces dernières années, j'ai vu plein de gens qui ont commencé à organiser des cours à distance, tu sais, de conseils, de mix. Par exemple, il y a une chaîne YouTube excellente qui s'appelle You Suck at Producing, où on voit bien que le gars, voilà, il gagne sa vie en donnant des conseils, donc un peu par Skype, à des producteurs pour pouvoir améliorer leur technique sur Ableton ou autre, quoi. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Après, j'avais fait une, je sais pas comment on peut appeler ça, un atelier avec des gens qui font de la musique aussi, mais qui du coup doublaient des films en fait, ou des Oui, pubs ou des choses comme ça et ils avaient tout le matos, hein. Enfin, ils avaient tout le matos de musiciens, on va dire, même la TR-808, des trucs comme ça, quoi et du coup, ils doublaient les films et tout, c'était super sympa comme truc. Donc c'est vrai qu'il y a 10 000 métiers, différents, hein. Moi, par exemple, là, la musique du podcast, le petit générique du podcast, mhm, c'est moi qui l'ai composé. Bon, bah, voilà, je me cool. suis dit: «Plutôt que d'aller acheter une musique, à gauche ou à droite pour avoir un petit générique, je vais prendre la mienne» et puis voilà. C'est agréable aussi d'être, quelque part autonome dans l'habillage sonore de ses propres, réalisations, quoi, de ses propres podcasts ou ce genre de choses. Ah ouais, ça permet de faire quelque chose de total, un petit peu. C'est un peu comme Corben, finalement, j'imagine, tu gères toute l'infrastructure technique et pas seulement le contenu de ce que tu fais, quoi. C'est quelque chose Avant, de. ouais, avant je gérais tout, maintenant je gère moins. Maintenant je gère plus. Ouais, J'ai quelqu'un qui s'occupe de la technique, du dev et cetera. Mais avant, ouais, c'est moi qui faisais ah tout, ouais, ouais. ouais, ça m'étonne pas. Mais ouais, ouais, d'accord. Bon, bah, donc je ferai pas Coachella l'année prochaine, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire? Euh, En tout Faut que cas, c'est vrai j'arrête que de rêver. je dirais, moi, quand j'ai créé cette boîte, Discover, qui est un mauvais jeu de mots pour dire que c'était la fin du disque et qu'en même temps, c'était l'occasion de découvrir des nouveaux artistes. Moi, j'avais, au début des années 2000, je m'étais dit, waouh, enfin, quand je terminais mes études, je me disais, waouh, il y a vraiment une opportunité passionnante. J'avais même fait un mémoire de fin d'études là-dessus. C'était un peu sur la digitalisation de la musique, l'arrivée du MP3, le fait que la musique devenait un peu voilà l'ubiquité de la musique. Dans les années 2000, je me souviens d'avoir lu un bouquin qui disait demain, vous allez voir, vous allez dans votre douche, vous allez parler à votre assistant personnel et vous dit mets-moi de la musique, mets-moi du Tortoise et instantanément la musique va se mettre à jouer comme de l'eau. Et en fait, dans les années 2000, c'était de la prospective. On se disait ah ouais, c'est trop le futur. Et en fait, maintenant, la musique, c'est complètement le streaming, ça paraît complètement normal, ça paraît complètement
naturel. Et donc, dans cette opportunité-là, dans ce changement de paradigme, je m'étais dit, c'est génial, ça va être la fin du Star System. On va arrêter de nous bassiner avec ces titres de mauvais goût à la radio et de bassiner les gens avec de la musique médiocre ou on va dire pas terrible. Et en fait, bah, je me suis un peu trompé parce que effectivement, je trouve qu'il y a quand même une forte persistance du pouvoir des radios. Même si, bien entendu, ça a complètement changé et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de place à la découverte, il y a de plus en plus de richesse, il y a une offre qui est complètement dithyrambique. Il y a des super plateformes comme Bandcamp, notamment, qui proposent vraiment une qualité éditoriale qui permet vraiment de découvrir des musiques de qualité. J'ai la chance de connaître aussi la personne qui s'occupe de l'éditorial de Deezer. Il faut savoir que ce sont des gens qui ont énormément de goût et qui ont beaucoup qui ont à cœur de faire découvrir aux gens des nouvelles musiques qui justement sortent un petit peu des recettes habituelles, hein, des choses qui là parfois sont vraiment trop répétitives, qui font de la veille, qui écoutent des disques au kilomètre, qui sont vraiment des mordus. Et c'est ces gens-là qu'il faut suivre. Je trouve qu'il faut aller là-dedans, mais force est de constater qu'il y a encore une espèce de réplication du star system, c'est-à-dire tu veux vendre un disque, et ben c'est simple, s'il passe en forte rotation sur Énergie ou sur Skyrock, eh ben, tu vendras plus. Alors, tu vendras pas forcément des disques, mais tu vendras mieux tes concerts, tu vendras mieux la notoriété de ton artiste, et jusqu'à pouvoir remplir des stades. Et effectivement, quand quelqu'un remplit un stade, ben, j'estime que c'est pas nécessairement que du talent, il y a surtout un énorme dispositif marketing qui est derrière, qui permet aussi d'atteindre ce niveau de notoriété et du coup ce niveau de rentabilité. Je pense qu'il y a un peu ça aussi quand les gens disent je vais être une star, bah, il y a aussi un peu une part de chance. Est-ce que tu as finalement signé le bon contrat avec une bonne maison de disques et, mais je veux pas être défaitiste et je trouve qu'il y a énormément de labels justement indépendants qui, de par la qualité intrinsèque de leur musique, arrivent à avoir une notoriété incroyable. Tu vois par exemple Brainfeeder, le label de Flying Lotus, bah, ça c'est longtemps resté quand même un petit label. Bon, bien entendu, ils ont sorti des trucs en collaboration avec Ninja Tune, Warp, qui sont des labels historiques. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec relativement peu de moyens marketing, parce que les artistes qui promeuvent, etc., qui sont derrière, ils proposent vraiment une musique exceptionnelle, en tout cas de très grande qualité, très créative, etc. Eh bien, naturellement, aujourd'hui, ils arrivent à accéder à une plus grande notoriété, alors qu'avant, effectivement, il y avait une très grande barrière d'entrée à la notoriété, puisqu'il y avait le filtre de la radio et de la télé. C'est moins vrai, mais ça reste quand même un peu vrai aujourd'hui. C'est compliqué ce que tu dis parce qu'en fait, tu parles de musique de qualité. Alors donc je comprends bien, Oui, il faut décorréler, la popularité, d'un artiste ou en tout cas le nombre de disques, qu'il peut vendre avec la qualité de la musique qu'il produit. Mais après la qualité, c'est très subjectif. Il y a tout des à fait. gens, qui vont écouter, du métal, de la musique métal au kilomètre et d'autres qui vont pas supporter ça, vice versa avec de la trap. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'on peut pas vraiment juger, sur la qualité, C'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai vraiment donné un peu mon avis personnel, ce que Non, moi je non, mais jugeais après, de qualité. C'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai envie de dire, en tout cas, je me suis souvent aussi quand même posé la question sur les, entre guillemets, des critères objectifs de la qualité de la musique. On pourrait dire oui, c'est le niveau de qualité d'arrangement, la qualité de la production, hein. Il y a vraiment des choses qu'on peut mesurer de manière objective. oui, Et en ce sens, les disques commerciaux qu'on entend, bah, il y a une très grande qualité de production. Tu vois, ouais. il y a une très grande qualité de mixage, donc ça apporte, on va dire, à la qualité globale de la musique. Mais pour moi, je pense que la qualité d'une œuvre, en général, elle peut quand même se mesurer un petit peu à ce que j'appellerais sa sincérité. C'est-à-dire finalement que cette musique, elle a d'abord été faite par l'artiste parce que c'était quelque chose de personnel, c'était une musique qu'il avait envie d'entendre. Il n'a pas fait un tube parce qu'il s'est dit tiens, je vais faire un truc qui correspond à telle recette pour être connu. Je pense pas que et ça c'est quelque chose qui parfois peut transparaître, en particulier quand tu as l'impression d'écouter pour la 15e fois le même vieux morceau de trap qui utilise toujours les mêmes recettes. Et là tu te rends compte que voilà, je trouve en tout cas, j'entends par musique de qualité quand il y a eu vraiment une démarche sincère de l'artiste de faire sa musique envers et contre tout et de pas forcément chercher à correspondre exactement à un style, mais plutôt qui a vraiment cherché à proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de personnel, de développer son propre style. Et là encore une fois, voilà, bon, c'est un sujet hyper, c'est délicat.
je risque de m'embourber. Je vais aller plus loin. Non, 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 mais c'est intéressant parce que je compare moi avec, ce que j'essaie de faire. Parce que moi, si tu me laisses la feuille blanche, enfin je dis la feuille blanche, mais bon, la partition blanche et je commence à faire un truc, je vais te faire une espèce de truc, bah, je sais pas, ça va pas être, enfin, en tout cas, ça va correspondre à rien de ce qui existe, quoi, en gros. Je suis même pas sûr que ça plaise aux gens, je pense pas. Par contre, si je commence à me poser des contraintes et à me dire: «Voilà, je vais prendre un morceau de référence, que j'aime bien et puis je vais le copier dans le sens pas où je vais le copier, mais je vais, m'en inspirer pour, bah, par exemple, tu vois, l'enchaînement ou sur les instruments, tu vois? Est-ce que là, il a utilisé, une basse comme ci, comme ça? Bon, bah, moi, je vais pas mettre des notes identiques, hein, mais je vais utiliser une basse un peu de ce style-là et cetera. Donc m'en inspirer, voilà, clairement. Et là, ça va plus correspondre forcément à un style, donc ça va potentiellement plus plaire à des gens. Mais si ça sera j'aurais été plus dans la technique, en fait, que dans la création Oui, pure. Tu vois ce absolument. que je veux dire? Ouais, c'est, Donc je sais pas, enfin, tu vois, je sais pas ce qui est «le mieux» entre guillemets, parce que le morceau sera mieux, tu vois? Le morceau, même moi en l'écoutant, même si j'étais plus dans la technique, j'ai peut-être pris moins de plaisir en le faisant. Parce que j'ai plus réfléchi, plus intellectualisé le truc. Mais à la fin, j'ai quelque chose qui, moi, au niveau de mon oreille, me semble de meilleure qualité, tu vois? ouais, ouais, oui, je comprends tout à fait, ce que tu veux dire. Ça sonne mieux à l'oreille parce que ça correspond aussi à un cadre, un style qu'on entend plus souvent, donc naturellement, heu, si ça suit déjà des règles, harmoniques, par exemple, qu'on a l'habitude d'entendre, ou tu vois, des recettes d'accords, de suites d'accords qui sont un peu les recettes qui permettent de faire un tube. Tu vas te dire: «Ma musique est mieux» et c'est vrai, en ce sens, il y a quand même des règles basiques d'harmonie qui font que, bah, un morceau est audible, et qu'il y a culturellement, on est moins capable d'écouter la musique microtonale, par exemple, ou bien certaines, musiques qui sont culturellement éloignées. Tout ça, c'est un peu le fait de le fait de notre culture. Mais je trouve en tout cas que bien entendu que on peut pas dire que tu développes complètement tout ton style. Il y a forcément un effet de mimétisme. Tu es forcément influencé, inspiré par la musique que tu aimes, que tu écoutes, que tu as déjà entendu ailleurs. Et finalement, ta créativité, elle se fait par l'assemblage de ces petits bouts de musique, de ces codes que tu as absorbés au travers de ton expérience, de ton envie. Et c'est cette synthèse-là, c'est ce propre style qu'il faut essayer de développer, tout en, bien entendu, s'inspirant, ouais, tu te dis ah ouais, la prod est fat sur ce truc, comment il a fait? Bah, c'est aussi une partie intéressante. Mais je trouve que, en tout cas, il y a vraiment, j'aime bien découper, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il y a vraiment deux phases quand par exemple tu fais un morceau de musique. Il y a une première phase qui est vraiment celle de la composition où tu es un peu dans l'inspiration, tu lances un rythme, tout de suite tu trouves une mélodie, et puis ça va prendre relativement peu de temps, et finalement tu vas peut-être rapidement trouver le gimmick, le truc un peu central de ton morceau. Et après, tu vas passer 90% de ton temps à faire du mixage, à tester des plugins, à faire du sound design pour avoir la parfaite ligne de basse ou le bon son de nappe de synthé que tu veux. Et parfois, cette partie technique qui est un peu réservée, on va dire, à la production, à la post-production, au mixage, etc. Et ben, c'est quelque chose qui, par exemple, est dissocié chez plein d'artistes. Il y a des artistes, eux, ils vont écrire, ils vont composer un morceau, ils vont faire une maquette, et après ils vont aller dans un studio, un pro qui, eux, va les aider à faire cette partie un petit peu plus technique, mais celle-ci, elle est quelque part un peu plus... Enfin, je voudrais vraiment séparer finalement la phase de composition, celle où tu es dans l'inspiration, où tu essaies vraiment de créer une mélodie, et la séparer de cette phase où tu fais de la prod, du mixage, en dans le dur, où les deux sont étroitement liés, mais c'est quand même deux étapes qui sont dans un séquencement différent et qu'il faudrait un peu dissocier, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment plus le mixage, le mastering, la technique, et il y a des gens qui sont plus, tu vois, à l'image des instrumentistes dont je parlais tout à l'heure, qui sont plus dans la performance, qui sont plus à l'essentiel, on va dire, dans l'instant, si tu veux. Ouais. Euh, et je trouve que c'est plutôt cet instant, ce moment où tu composes qu'il faut privilégier. C'est celui en tout cas que je préfère, même si c'est hyper kiffant pour un geek de la musique de passer des heures à régler ton compresseur multibande, aller chercher un pic de résonance dans ton filtre, etc. Tout ça, c'est passionnant, mais c'est pas, voilà, c'est pas la partie la plus créative, forcément, des Ouais. fois.
Et c'est parfois celle qui justement peut un peu te paralyser. Tu sais, quand tu as trop écouté un mix, tu as trop écouté ton truc, et t'as plus l'esprit clair, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais je vois bien. Alors souvent, alors je vais parler de ma propre expérience, mais moi, la façon dont j'ai compris les choses, c'était déjà de travailler sur une loupe, entre guillemets, donc sur un petit truc, un Ouais. petit bout de quelques secondes, hein, Mmh. je sais pas, de 8 bars, par exemple, enfin, je sais pas, voilà, de 8 Ouais, temps, dans je sais pas FL comment. Studio, tu as le Voilà. séquenceur FL Studio, ouais. Et en fait, une fois que tu as ça et que tu en es content, finalement, après, bah, tu peux l'étirer et en faire un morceau complet en jouant justement avec les instruments qui arrivent, d'autres qui repartent, en doublant certaines choses, en changeant, les instruments, voilà, enfin, en rajoutant des effets, en rajoutant, enfin plein de choses, quoi. Des effets à la fois, des filtres, mais aussi, enfin des plugins et Ouais. cetera, mais aussi des effets, je sais pas, des petits bruits qu'on trouve dans des bibliothèques ou des choses comme ça qu'on peut rajouter ou qu'on fait soi-même. Et à la fin, en fait, finalement, très rapidement, ce qui est enfin, moi, en tout cas, ce que je trouve qui est le plus long à faire, c'est d'abord cette partie boucle qui est de création pure, ces Ouais. fameuses, 1res 8 barres, quoi. Et après, l'étirer et cetera, bon, ça va assez vite, en fait, parce que je crois que les morceaux se structurent un peu plus ou moins tous de la même façon. Enfin, sauf si on part sur de l'électro qui peut durer, Oui, ça sur la peut musique électronique, c'est quand même plutôt vrai, c'est ouais. c'est différent, mais sur de la trap ou des choses comme ça, où il y a un chanteur, par exemple, derrière qui va chanter, c'est assez structuré, quoi, avec des couplets, des refrains, des couplets, des refrains et au final, ça va assez vite, en fait, à dupliquer quelque part. Ouais, non, c'est super pertinent ce que tu dis parce que ça résume assez bien, ouais, ce que je cherchais à dire. Tu vois, par exemple, dans la Bliss Groovebox, tu vas vachement avoir l'occasion de travailler sur des boucles simples et tu vas passer énormément de temps à essayer de peaufiner la petite note, le petit groove, le riff qui va faire le gimmick de ton morceau. Et une fois que tu as un bon riff, vraiment une bonne boucle, quelque chose qui tient à cœur, bah après, le décliner et aller jusqu'à un morceau complètement fini, pour moi, c'est un peu une autre étape. Et du coup, voilà, ça dépend des tempéraments, mais moi je sais par exemple que j'ai l'occasion de travailler en binôme avec voilà, avec des amis qui sont beaucoup plus dans la finition, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont aller dans le moindre détail, alors que moi ce qui m'intéresse c'est plus cette phase d'exploration, de découverte où tu vas surtout essayer d'écrire un bon riff, et puis une fois que tu l'as, tu as envie de le laisser tourner, de t'amuser avec, tu sais, euh, mais après d'aller jusqu'au bout, bien entendu. Et après seulement tu vas te décliner, mais comme tu dis, le plus important c'est d'abord l'idée de départ, quoi. Finalement, la musique, enfin, je co c'est difficile de savoir si on est sur le bon chemin, quand on crée, une musique. Mais moi, enfin, moi, ce qui me met, enfin, ce qui m'indique que je suis sur le bon chemin, c'est juste le kiff, en fait. C'est de balancer la tête, de trouver que ce que je fais, c'est trop cool et c'est à ce moment-là, où je me dis: «Là, c'est bien, là, j'ai un truc». Est-ce que ça marche aussi comme ça pour toi ou Ah ouais, écoute, c'est simple, parce que si je sens que je commence à avoir le cul qui bouge, c'est que c'est Ouais. bon. D'accord, bah, voilà. Tu commences à te dandiner comme ça, où tu vois que ça fait 1 heure que tu es bloqué sur la même boucle, tu es complètement ailleurs, et tu dis: «Ah bah merde, ça fait 1 heure que j'écoute le même boucle là. Bon, je crois qu'elle doit être bien, je vais l'enregistrer. Je vais sauvegarder le projet». C'est Ouais, bien. c'est un peu ça. Alors, on va pivoter un peu sur le sujet, mais toujours dans la musique. Alors, j'observe beaucoup aussi ce qui se fait en termes de génération musicale, d'intelligence artificielle, entre guillemets, hein. Je mets des gros guillemets autour de ce mot, mais Oui, de production musicale, faite directement par l'ordinateur, donc sans intervention humaine ou en tout cas, minimale, hein. C'est-à-dire qu'on lui donne un peu les recettes et l'ordinateur, génère de la musique. Il y a plein de choses qui existent. Toi, tu as bossé sur un projet comme ça avec, Jean-Michel Jarre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? oui, tout à fait. Bah, dans Bliss, avec ma société, on a collaboré avec Jean-Michel Jarre pour faire Eon. Eon, qui est donc sa dernière œuvre musicale. Alors, c'est une œuvre qui est musicale et visuelle, et qui a la particularité d'être une œuvre infinie et qui est fondée sur les principes de la musique générative. Donc, qui sont des principes assez anciens. Il faut savoir que la musique générative, déjà Beaux-Arts en faisait quelque part, et il y avait déjà le principe du dé. Euh, mais, et donc, cette œuvre qui est une vision de Jean-Michel Jarre, elle a cette particularité, à chaque fois que tu lances l'application Eon, de jouer quelque chose qui est différent. Alors, dans Eon, il y a bien entendu toute la grammaire, toutes les recettes, les règles, on va dire harmoniques, qui ont été édictées par Jean-Michel Jarre et que du coup on a intégré. Il y a également toute une série de sons, de samples, plus ou moins longs, plus ou moins courts, qui, mis ensemble, vont générer des morceaux à l'infini,
Heu, D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est une application qui fonctionne en offline, donc c'est pas du streaming. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as téléchargé, tu te mets en mode avion et ça y est, tu peux écouter la musique, dans la limite de la batterie de ton téléphone ou de ton iPad ou de C'est ça, si un jour si un jour on a l'autorisation de sortir de chez nous après l'épidémie, si on se fait un vol de 9 heures en avion ou de 10 heures en avion, on met on et on tombe jamais enfin, ça va jamais se «répéter» entre guillemets. voilà, ce que tu écoutes, tu l'écouteras plus jamais. C'est vraiment du pur génératif, et donc ça apporte, voilà, une musique, toute une narration dans laquelle on peut complètement se perdre. En plus, il y a toutes ces dimensions visuelles aussi, hein, donc c'est vraiment une application qui aujourd'hui fonctionne sur iOS. D'ailleurs, là, on a été mis en avant sur l'App Store cette semaine, ce qui a permis vraiment de toucher plein de gens dans le monde qui découvrent l'appli. Il y a qu'à lire les commentaires, hein, sur l'App Store pour voir que vraiment ça apporte beaucoup de. En tout cas, ça a vraiment marqué les gens. Musicalement, c'est vraiment une œuvre qui est très forte. D'abord, ça sonne super, hein, c'est quand même Jean-Michel Jarre qui a enregistré toutes ces lignes de synthé, toutes ces idées de mélodie, et il a un sens incroyable de la mélodie. Il a beaucoup de goût, beaucoup de finesse dans sa musique, beaucoup de profondeur. Et finalement, l'algorithme qui a été développé par Bliss sous la direction de Jean-Michel Jarre vient orchestrer tout ça dans quelque chose qui est infini. Et ce qui est assez particulier dans cette œuvre, c'est que jusqu'à présent, on écoutait des disques. On écoutait un morceau d'une durée fixe, 3 minutes 30, 4 minutes, hein, 3 minutes 30 pour le radio edit. Et puis là, on est dans un paradigme complètement différent. Et si tu veux, au-delà des qualités musicales, etc., de cette œuvre, et même visuelles, hein, des visuels qui sont développés en collaboration avec Sony CSL, donc qui est le département R&D de chez Sony, qui est basé au Japon, et donc ces algorithmes visuels qui sont développés par Alexis André, qui travaille chez Sony, qui est un Français, mais qui est coincé à Tokyo, lui. Euh, eh bien, toi, l'auditeur, tu vas quand même avoir une expérience qui est très particulière parce que tu vas avoir un petit goût d'éternité. Enfin, tu vas pouvoir appréhender un petit peu, ressentir au bout de plusieurs minutes, plusieurs heures d'écoute. C'est vrai que le fait que ça ne s'arrête jamais, ça te berce, ça te transporte un peu voilà, dans un autre univers, et c'est très étrange. Et c'est aussi vraiment assez exceptionnel d'avoir cette expérience où tu écoutes de la musique qui se déploie à l'infini et voilà, qui t'emporte, où tu as des moments plus calmes, tu as des moments de drone, et puis tu as des moments hyper rythmés, presque techno, et ça bouge tout le temps, un petit peu de manière cyclique, un peu à l'image d'un système solaire. Enfin, c'est vraiment une œuvre cosmique, et c'est vraiment un très grand honneur pour nous de travailler sur Eon. Alors, Eon qu'on continue d'améliorer, on a encore sorti des updates, on rajoute des sons, on peaufine l'algorithme, on peaufine D'accord. l'harmonie, tout ça, tout le temps régulièrement, parce que Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, voilà, perfectionniste. Perfectionniste, ouais. Ouais, c'est un très grand perfectionniste, et ça, d'ailleurs, tu me demandais tout à l'heure quelles sont les recettes pour être une star. Ben, lui, en tout cas, il a cet ingrédient-là qui, je pense, joue un rôle considérable dans sa notoriété, c'est le fait qu'il ne lâche rien jusqu'au dernier moment. Il est vraiment extrêmement exigeant par rapport à sa musique, par rapport au résultat final. Et il a raison. Et il a raison, C'est voilà, il a raison. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que ça marche bien, quoi. c'est tu Et en as donc, pour ton argent. c'est clair. Alors, en plus, c'est une appli qui coûte 9,99 €. Hein, c'est le prix d'un album, et un album infini que tu pourras encore écouter dans 10 ans, et ce sera encore une musique différente. Donc, C'est ça veut dire. l'album idéal pour la fin du monde. Je veux dire, on y est, quoi. Bah Bon, disons, tu parlais là, je voyais que tu partageais un article tout à l'heure qui disait qu'Internet était un peu saturé. C'est vrai qu'on a pu constater des ralentissements de la bande passante globale, et c'est sûr que c'est presque écologique, j'ai envie de dire, d'écouter Eon, parce qu'au moins tu satures pas YouTube ou Spotify quand tu veux écouter la musique. C'est vrai. alors justement, je voudrais ton avis un peu là-dessus, là. Donc toi, c'est de la musique générative, hein, donc qui est générée, enfin sur Eon, c'est généré par l'application iOS directement? Ouais, enfin ouais. Voilà, et puis ce sera disponible après sur d'autres plateformes, hein. Aujourd'hui, on est contraint sur la plateforme iOS, mais ce sera disponible sur d'autres plateformes, dont Mais Android plus tard. est-ce qu'il y a une espèce, je sais pas, d'intelligence derrière, de deep learning, de choses comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment de l'algo pur qui avec des recettes et tout s'assemble, de manière harmonieuse et en aléatoire? Ouais, je suis content que tu poses cette question
pour justement mettre au clair, c'est faire la différence sémantique entre intelligence artificielle et musique générative, puisqu'on utilise intelligence artificielle, ce terme, vraiment à tort et à travers, et des fois à tort ou à raison. Là, on est quand même sur quelque chose qui est génératif, donc qui est dans un cercle entre guillemets fermé. C'est-à-dire que nous avons entre guillemets écrit une sorte de partition qui applique certaines règles, on va dire, d'harmonie, et ces règles sont appliquées à l'infini, entre guillemets en boucle, mais toujours de manière évolutive. Mais il n'y a pas par contre de deep learning, il n'y a pas de processus où la machine va commencer à apprendre de l'utilisateur. C'est plutôt quelque chose qui va fonctionner selon finalement la partition qui a été écrite par Jean-Michel Jarre. Et à terme, est-ce que toi, tu penses que la musique sera produite, alors pas de manière générative, mais plutôt de manière, sous forme d'apprentissage? Par exemple, je sais pas, on va prendre le cas de Jean-Michel Jarre, parce que tu le connais bien et voilà. Admettons que là, demain, je développe un moteur de deep learning, je donne à bouffer à ce moteur, tous les sons et tous les disques, de Jean-Michel Jarre. Heu, J'imagine que demain, ce moteur va être capable de créer des nouveaux morceaux. Alors pas de la musique infinie, mais des morceaux qui vont commencer à 0, à 0 secondes et qui vont se terminer à 4 minutes 30, Mhm. ou plus, mais qui, seront qui vont en fait respecter quelque part, enfin être, Les recettes, les ouais, codes, les styles. ouais, mais Ouais. de manière, je vais pas dire floue, mais sans que ça soit écrit par un être humain, en fait, que ça soit appris par l'ordinateur, par j'allais dire l'intelligence artificielle, mais par le moteur de deep learning, Mhm. et quelque part que les artistes dans le futur, je pense notamment par exemple à ceux qui font de la trappe au kilomètre, hein, qui, par exemple les beatmakers, heu, pourraient, finalement, faire tourner un algo qui va leur sortir, des prods au kilomètre, et qu'il y aura plus qu'à placer dessus, donc c'est-à-dire à chanter par-dessus. Est-ce que toi, tu vois ça arriver ou est-ce qu'on en est encore loin? Est-ce que c'est quelque chose alors là, on est sur le côté productivité, hein, on n'est plus sur le côté créatif, Ouais. hein, c'est l'ordinateur qui crée, donc il y a plus d'intérêt pour l'artiste qui veut pouvoir s'exprimer, mais il y a un intérêt, commercial, technique, enfin, tu vois, il y a quand même un intérêt, quoi, Bien financier. sûr. Ouais, ouais, je suis absolument convaincu que la technologie permet déjà et permettra de plus en plus de générer, grâce à une intelligence artificielle, de la musique. Il y a déjà énormément d'initiatives qui existent dans le monde, tel le projet Google Magenta qui fait ça, qui génère déjà des mélodies, des rythmes, hein, de façon grâce à une intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait manger des partitions de musique à une intelligence artificielle qui, du coup, a su en déduire des règles et qui est capable de générer de la musique à la manière de. Alors, aujourd'hui, tout ce qui est fait en intelligence artificielle, euh, ça fait un peu du bac, hein. Ils savent surtout sortir du bac et rien Ouais, d'autre. Donc, ouais. pour le moment, de ce que j'ai entendu, il y a par exemple des projets comme Amadeus Code. Tu as également Flow Machine, qui est un projet de chez Sony d'intelligence artificielle en collaboration avec lequel Jean-Michel Jarre travaille d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, oui. D'ailleurs, Spotify a aussi investi dans ces technologies. Imagine bien si tu n'as même plus besoin de payer les ayants droit puisque c'est une machine qui génère ta machine, que ça peut être assez rentable et que c'est un intérêt commercial d'avoir une machine qui te génère de la musique ambiante ou de la musique, on va dire, à la Bouddha Bar, si tu veux, Ouais, ouais. pour les auditeurs pas trop exigeants. Donc oui, je suis persuadé que l'intelligence artificielle a de beaux jours devant elle et que quelque part, elle va modifier la manière dont on fabrique la musique. Mais je pense aussi que le musicien, il aura toujours un rôle central, ne serait-ce que comme curateur, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est de plus en plus en train d'arriver dans la musique, c'est-à-dire qu'on est soit dans une intelligence artificielle, soit dans quelque chose de génératif, mais dans tous les cas, des instruments de musique qui sont capables de te générer des mélodies, des idées de musique, de rythme, etc. Et le musicien, il vient un peu comme un curateur choisir et faire un assemblage de ces blocs pour donner voilà, une œuvre personnelle. Cependant, je pense qu'il y a quand même une limite. Je me suis souvent posé ces questions. Je me dis, même si l'intelligence artificielle commence à développer une forme de conscience, je ne sais pas si elle sera capable un jour d'atteindre cette espèce de chose indicible, tu en parlais tout à l'heure, que tu peux retrouver dans la musique, dans cette capsule, où tu as une émotion, quelque chose de très humain qui transparaît dans cette œuvre, qui la rend justement si personnelle et si puissante, quoi. Et je doute
Je crois à l'intelligence artificielle comme un assistant de composition, comme une façon d'augmenter le musicien, mais je ne sais pas. Je me pose la question si un jour l'intelligence artificielle sera capable de composer des œuvres aussi lyriques, aussi incroyables que le Requiem de Mozart, que Kind of Blue, voilà. Ah, on n'en sait rien, mais je me dis que si, par exemple, tu intègres tout Mozart dans le moteur, il va te pondre du Mozart. Et peut-être que ce sera aussi excellent que le Mozart original. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais peut-être. Ah, On verra. Faut mettre Jean-Michel Jarre pour le coup. Il va bosser là-dessus. Je suis sûr que, je suis sûr qu'il y a moyen. oui, il a un avis très tranché aussi là-dessus. On en a souvent discuté, et je pense que lui aussi croit vachement dans l'avancement des technologies, dans les opportunités que ça apporte. Mais je trouve que peut-être que un ordinateur est capable de te produire de Mozart dans un niveau de qualité impeccable à l'infini, mais est-ce que ça manquera pas d'âme? Voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a des chances. Il y a des chances. À savoir. Après, c'est pas tant une question de musique que vraiment une question de est-ce que une machine autonome d'intelligence artificielle qui est capable d'apprendre par elle-même est capable d'être habitée par une conscience. Et là, c'est un autre sujet qui Je est sais pas finalement. s'il est d'être habité par une conscience, mais en tout cas, est-ce que la musique que tu vas écouter va générer en toi des émotions? Oui, C'est plutôt ça. Parce qu'en fait, à la limite, on s'en fout de la conscience de la machine. Et c'est plutôt, est-ce que la musique générée, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Est-ce que la musique générée, oui, ah bah, il y a des techniques de composition quand tu passes d'un accord septième diminué à, je ne sais pas, un joli accord majeur, bah, ça crée forcément une émotion chez l'auditeur, et il y a bien entendu des ah bah recettes voilà. qui peuvent être appliquées. Donc oui, techniquement oui, mais je ne sais pas dans quelle mesure. En tout cas, pour le moment, je reste légèrement sceptique dans le fait, pour vraiment parler de l'intelligence artificielle, tout ce que j'ai écouté, c'était plutôt dégueulasse, c'était plutôt inaudible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Eon, pour le coup une œuvre de musique générative, c'est que là justement il y a un soin particulier qui était apporté pour que même s'il y a un côté random et aléatoire dans Eon, c'est qu'au contraire il y a toujours une consistance, une âme derrière qui est vraiment finalement l'esprit de Jean-Michel Jarre qui habite cette œuvre et qui fait qu'on ressent toujours voilà, quelque chose qui a une cohérence et qui a vraiment une âme, et justement qui part pas dans les trucs complètement random, un peu aléatoires et parfois complètement inaudibles, comme ce que j'ai pu entendre au travers par exemple de ce que propose Google Ouais. Magenta. Je t'invite à Ouais, tester d'ailleurs parce que ça te j'avais génère testé. ouais. C'était pas terrible, effectivement. C'est pas ouf, hein. Pour le moment, c'est pas ouf, mais maintenant, voilà, je pense que dans le futur, ça va complètement changer. Et encore une fois, je pense que le musicien, il devra apporter sa touch de curateur. Ouais, c'est ça, faut retravailler, ça peut donner des idées, des pistes, ça peut en fait, ça peut aider ceux qui sont en manque d'inspiration pour démarrer, mais une fois qu'on a une petite accroche, on peut, éditer, changer, faire des modifications et finalement sortir un vrai truc, quoi, fait main à partir d'un c'est un peu un assistant, un peu un coup de pouce, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça peut tout à fait être un processus à part entière, hein. Et de plus en plus, tu as ça, hein. Dans l'iOS Music, tu as beaucoup d'utilisateurs qui aiment beaucoup utiliser des générateurs de mélodies. Ensuite, tu lances ton générateur, tu l'envoies dans un synthé, tu lui donnes juste quelques règles. Tu vois ce que ça fait. Là, je parle du génératif, hein, pas d'intelligence artificielle, mais juste tu appliques quelques règles harmoniques et ça te crée une surprise en fait. Ça te crée des accidents, et c'est ces accidents-là, tu dis ah c'est drôle ce truc, c'est un peu j'ai jamais entendu ça, et du coup ça te plaît et tu as envie de l'incorporer à ta musique. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. C'est finalement de trouver des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, on va pas tarder à conclure, parce que ça fait quand même, Oui, plus d'une heure qu'on discute, plus d'une heure et quart. J'avais une question pour toi, parce que je pose cette question à la fin, pour à tous mes invités. Est-ce que tu aurais, je sais pas, de la musique, alors j'imagine que oui, du coup, mais de la musique ou un film ou un livre ou plusieurs films, plusieurs livres à recommander aux gens qui nous écoutent? oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être pas parler Alors si, en livre, j'avoue que je lis pas beaucoup de livres, mais je sais qu'il y a un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps qui m'a vraiment marqué, qui peut être mis en parallèle avec notre actualité. C'est Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry.
qui est vraiment super livre qui raconte un peu sa traversée du désert et ce qu'il ressent lorsqu'il vole en avion au-dessus de la terre, justement. C'est hyper beau, hyper Ouais. poétique. C'est vraiment un livre que je recommande. Niveau cinéma, j'ai pas une très grande culture. En disque, ouais, je pourrais en recommander des tonnes. C'est vrai que il y a je dirais, je conseillerais les disques que j'écoute même après plusieurs années, au bout de plusieurs années. Là, j'ai beaucoup de plaisir à réécouter les albums de Tortoise. Là, récemment, j'ai réécouté notamment It's All Around You, qui est un album assez ancien. Il y a toujours TNT, qui est un album qui a vraiment qui m'a marqué dans mon adolescence et que je réécoute encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Euh, je réécoute beaucoup aussi Apocalypse, l'album de Thundercat, qui est un album que j'ai toujours beaucoup écouté et c'est marrant, celui-là c'est un album de pop, entre guillemets, qui a un côté un peu pop. En tout cas, Thundercat, c'est vraiment un artiste que je trouve passionnant. Mais s'il y a vraiment un seul disque, entre guillemets, le disque que j'emmènerais sur une île Ouais. déserte, c'est Kind of Blue de Miles Davis. Alors, c'est pas très original de dire ça parce que je crois que c'est l'album jazz le plus vendu du monde. C'est bête de dire ça, mais ce disque-là, c'est vraiment le disque que j'ai écouté des milliers de fois et que je peux continuer d'écouter encore maintenant parce qu'il a quelque chose. Justement, on parlait de la créativité, des conditions dans lesquelles on peut faire un album. Bah, ce disque-là, il a quelque chose de magique parce que déjà, bah, Miles Davis était en train d'explorer les nouvelles possibilités offertes par le jazz modal. Donc déjà, il y a quelque chose de nouveau musicalement qui était en train de s'opérer dans les années 50, enfin 1959. Euh, Proposer aussi un cadre où les musiciens justement pouvaient improviser et se laisser complètement embarquer dans leur lyrisme sans avoir un cadre technique trop complexe. Et justement, ça a permis vraiment à John Coltrane, qui joue par exemple sur cet album, de se transcender littéralement et de proposer vraiment une œuvre qui est devenue du coup intemporelle, qui me touche encore énormément. C'est vraiment un album que je recommande, que tu peux écouter n'importe où, dans n'importe quelle condition. Euh, pour te mettre du baume au cœur ou lorsque tu te sens un peu nostalgique, cet album, c'est tout Bon, faire. je l'écouterai. C'est vraiment. Ouais. Je l'écouterai. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un dernier message à adresser à l'humanité Et pour les générations futures? bah, le message que j'aurais à donner à tous mes frères et sœurs humains, c'est surtout de garder espoir parce que j'ai conscience qu'on peut très, très facilement se laisser écraser par des moments durs, mais il ne faut pas oublier que l'histoire, ce sont aussi des cycles et que justement, il faut toujours voilà, garder bien les deux pieds à terre et garder le regard voilà, vers l'horizon, garder espoir et se dire qu'il y a justement plein d'opportunités qui peuvent découler des situations qu'on voit. Donc par exemple là, pour un musicien, ces situations de confinement, bah, c'est l'occasion de se plonger à fond dans la réalisation d'un album, d'apprendre un nouvel instrument, d'explorer des choses, et puis découvrir des choses aussi sur soi-même. Mais je pense surtout que l'humanité, là, elle s'est pris une grosse baffe dans la gueule et elle doit maintenant réfléchir à comment se remettre sur les rails. Et ça implique justement bah, de nous remettre en cause, nous, tout à chacun dans son quotidien, dans sa manière de consommer, etc. Mais c'est aussi de remettre en cause, je pense, nos institutions, la manière dont on envisageait la démocratie jusqu'à présent, puisqu'on voit bien que ces événements ont mis en exergue beaucoup de manques, d'insuffisances qu'on ne peut plus maintenant laisser se répéter. Et on doit justement du coup savoir tirer les enseignements de tout ça de manière positive, voilà, de façon incrémentale, comme un cycle agile. On va essayer de rentrer dans un nouveau cycle qui est plus vertueux, J'espère. que ce soit voilà au travers. Et c'est justement la musique, c'est une façon de se guérir, d'explorer des nouveaux mondes et voilà, d'inventer un monde nouveau. Ok, bon bah super, bah écoute, j'espère que tu as raison, j'espère que ça va se passer comme tu le dis. Bah écoute, Vianney, merci beaucoup d'avoir bien voulu participer et puis d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci Manu, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bah, quant à moi, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, voilà, on se retrouve dans un prochain podcast. N'oubliez pas de mettre des commentaires par-ci par-là, de faire je sais même pas comment on fait, mais bon, des likes, des choses comme ça, de partager le Abonnez-vous. podcast. Abonnez-vous, partagez le podcast, ça fait plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.